Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Emi Sakura. Son nom de scène, elle le tire du nom d'un arbre. Mais si vous voulez savoir lequel, eh bien, il faudra écouter le podcast pour le savoir. Et comme première question, je lui ai demandé, vous qui venez d'une famille artistique, est-ce que cela a eu un impact sur votre parcours artistique ? Pas vraiment, parce que du côté de ma maman, c'était vraiment des musiciens classiques. Donc, dans le milieu classique flamand, mon grand-père, il dirigeait 2 ou 3 chorales et il était aussi l'organiste de la basilique de Kuckelberg pendant 60 ans. Et du côté de mon papa, c'était plus, lui, il était dans l'écriture, le théâtre et ma grand-mère danseuse étoile. Donc, ça a eu un impact, je dirais que je suis née dans la marmite, mais c'est pas la famille qui a fait que j'ai entamé mon projet, en fait. C'est vraiment toute seule, ça n'a pas aidé. Quand on est chanteuse, le fait de suivre des cours de chant comme vous, à partir de l'âge de 8 ans, est-ce que c'est indispensable ou bien est-ce qu'on peut apprendre à chanter tout seul, en fait ? Alors, je dirais que au moment où, à l'époque où moi j'étais plus jeune, j'avais 9 ans, il n'y avait pas toutes les facilités d'aujourd'hui. Par exemple, YouTube, où on peut trouver des cours très facilement et quelque part... je sais plus le mot, mais bon, bref. Oui, je pense que c'est super important parce que la voix, c'est un organe très puissant qui fait appel à plein d'autres muscles du corps. Donc, se faire diriger et justement découvrir le panel de sa voix, je pense que c'est important parce qu'il y a le côté inné, mais il y a la technique et la technique vocale est très importante, surtout pour assumer un concert d'1 heure ou plus. Donc oui, je pense que même encore aujourd'hui, je suis des cours de chant et en fait, j'adore ça et je continuerai ad vitam aeternam. La première fois que vous avez chanté en public, est-ce que vous vous en rappelez et quelle chanson est-ce que vous avez chanté ? Oh là là, ça c'est la première fois qu'on me pose cette question, la toute première fois que j'ai chanté en public. Alors, je pense que j'ai chanté petite, mais ça ne m'a pas marqué ou c'était pas préparé. Je pense que je devais avoir 13-14 ans et que les premières scènes, c'était vraiment à l'école. Chaque année, il y avait des spectacles à l'école et donc, je crois que ça devait être vraiment 12-13 ans. Et j'en garde... J'ai toujours continué, donc... Ça m'a marqué d'une certaine manière. Moi, sur scène, je me sens complètement à la maison, quoi. Et déjà, enfant, je ressentais ça. Dès que je voyais une scène, il fallait que j'y aille. Donc c'est pour ça que c'est flou. Je ne sais pas vraiment dire la toute première scène. Mais en tout cas, il y a eu des scènes importantes plus tard, après, quand j'ai grandi. Quand vous êtes sur scène, vous êtes quelqu'un d'autre ou bien vous êtes la même personne ? Je crois que je suis la même personne en 1000 fois plus... Toutes les sensations sont décuplées, il n'y a pas de filtre en fait. Je pense que sur scène, quand on chante surtout nos mots et qu'on veut transmettre un message, il faut absolument être complètement honnête et pas réfléchir. Et en fait, comme j'ai aucune barrière et que c'est un peu mon terrain de jeu, je dirais que c'est moi, mais en 1000 fois plus il y a plus d'énergie, il y a plus de...
je suis plus folle. Enfin voilà, je pars complètement. Je suis nourrie par les sensations de la scène, par l'instrument qui est à côté de moi, par les énergies du public. Et donc ouais, c'est moi sans filtre. Voilà. Vous avez aussi exploré le théâtre. Alors, comment est-ce que ces deux disciplines, donc le chant et le théâtre, se complètent dans votre expression artistique ? Quand on fait du théâtre, on joue. On joue un personnage, on joue une histoire, on joue un rôle. Et donc, on doit utiliser les émotions correctes. Et je pense que quand on chante et qu'on est dans un spectacle, dans un concert où on dévoile des chansons en français, où il y a un vrai message, l'apprentissage théâtral permet aussi de pouvoir jouer de manière le plus naturelle possible le sentiment qu'on a envie de transmettre, même si je pense que dans le chant, c'est quand même plus difficile de le jouer. Il faut vraiment le ressentir et le vivre. Mais voilà, c'est encore une fois un peu à l'image du chant, des cours de chant. Je pense que le théâtre va aussi aider à l'expression scénique, aider à transmettre le message juste. Parce que par exemple, quand on fait un clip, et vous devez sûrement le savoir, on doit parfois un peu exagérer les émotions, exagérer les mimiques pour donner la juste émotion qui va être retransmise à la télé, parce qu'effectivement, il y a parfois des décalages. Donc, tout ça, c'est important pour finalement le personnage artistique en entier et être à l'aise sur scène, en fait. Se sentir aussi... Voilà, moi, je sais quand je mets un pied sur scène, je suis prête et j'ai les acquis et les apprentissages derrière qui me permettent de l'assumer aussi. Donc, le fait d'avoir fait du théâtre, c'est un plus alors pour vous ? Oui, complètement, je pense. Je pense sincèrement. Vous avez dit le mot fofolle en vous décrivant. Si on devrait vous décrire en 3 mots, et que c'était le mot fofolle, quels seraient ces 3 mots ? Excessive, artiste, sensible. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour une jeune chanteuse de percer et de faire sa place dans le milieu du showbiz en Belgique ? Oui et non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, justement, grâce au réseau, grâce à Internet, eh bien, on peut dévoiler son projet artistique sans aucune retenue, avec une direction artistique choisie. Donc, on peut être artiste indépendant. Cependant, du coup, on est beaucoup. Donc, pour pouvoir tirer son épingle du jeu, il faut être très présent, il faut beaucoup travailler. Je pense qu'il faut faire de la musique de manière... ça doit presque être toute ta vie. Il faut être focus là-dessus à 100%. Donc oui, c'est difficile de percer. En même temps, je pense que parfois, il suffit d'une personne, d'une chanson, d'une rencontre, d'une émission, d'un moment qui va faire basculer les choses. Et moi, je crois profondément en mon projet. Donc, je garde espoir en cette petite... je garde cet espoir de manière absolue, en fait. Je le fais pour moi. Et je me dis qu'il suffit d'une chanson ou d'un moment et tout peut basculer. Donc, on reste quand même très focus et concentré. Mais je dirais que c'est difficile et pas difficile en même temps. Il faut être concentré. Alors, il y a eu une sorte de break dans votre carrière. Vous avez été maman, vous avez ouvert un centre de beauté. Comment est-ce que par après tous ces événements, vous vous êtes dit il faut que je retourne à la musique ? La passion était tellement là ou bien il y avait d'autres raisons ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette passion. Il y a la naissance de ma fille qui m'a fait avancer dans ce monde et me dire ok, j'ai mon précieux, j'ai avancé, j'ai aussi travaillé de manière plus, je dirais lambda. Donc j'ai ouvert mon institut, j'ai adoré ça, vraiment j'ai adoré être indépendante. Et puis il y a eu le Covid. Le gentil Covid qui est arrivé. Donc, faisant partie d'un métier de contact, j'ai été dans l'obligation d'arrêter de travailler. Et donc, pendant presque 8 mois, j'ai été enfermée chez moi. Et j'ai juste à ce moment-là, je me suis séparée du papa de ma fille à ce moment-là. Donc, j'ai été très isolée. Et en fait, très naturellement, la musique m'a sauvée. Et j'ai commencé chez moi à écrire, composer, en me disant, c'est peut-être enfin le moment. Et donc... vraiment, cet arrêt forcé, ce Covid, finalement, a enclenché la prise de conscience, a enclenché le travail artistique. Et naturellement, l'Institut, j'ai dû le fermer parce que, justement, métier de contact,
toute la peur qui a été causée autour du Covid a fait que j'avais beaucoup moins de clientèle. Et donc je me suis dit, ok, arrête et dirige-toi à fond vers la musique. Et voilà, c'est un peu tout ça qui a déclenché le vrai travail, le chemin professionnel artistique. Comme vous avez travaillé dans un centre de beauté, ça veut dire que cette expérience, vous l'utilisez aussi pour votre look personnel ? Oui, hein, bien sûr, c'est déjà... oui, tout ce qui est maquillage, coiffure, etc., je le fais moi-même. Enfin, j'ai ces acquis-là qui me permettent justement peut-être d'économiser un peu sur mon projet artistique. Mais oui, bien sûr, ça aide. Avoir travaillé dans le bien-être, dans la beauté, pour un projet artistique qui est lié à l'image, évidemment, ça aide. On connaît des coups durs. Dans le métier de chanteuse, par exemple, vous avez tenté The Voice, ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'on rebondit après un échec ? Enfin, à moins que vous ne considériez pas The Voice comme un échec. J'allais juste y venir. Je pense qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Je pense qu'il n'y a que des épreuves qu'on réussit et qu'on ne réussit pas. Pour moi, c'est absolument pas un échec. Je pense que je ne suis pas vraiment le profil qu'ils vont rechercher, en tout cas ici en Belgique. Mais non, moi ça me rebooste et ça me... Comment dire ? Justement, en fait, moi j'aime bien avoir des petites pichenettes comme ça parce que ça me rebooste, ça me donne envie d'aller encore plus loin, de me dépasser encore plus. Donc il n'y a pas d'échec. Il y a des déceptions, il y a des fausses promesses, mais quand on en est conscient, quelque part, on continue un peu le chemin. Enfin voilà, moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est de faire ma musique, c'est de pouvoir la partager, c'est de pouvoir performer sur scène. Tout le reste, c'est du plus. Donc, The Voice qui me contacte pour faire un casting, c'est du plus. Je suis pas prise. Il y a tellement de gens qui font les castings, il y a tellement de talents. Il y a des gens qui sont potentiellement plus jeunes que moi aussi. Donc, je pense que je rentre pas dans le profil de cette émission-là. Donc voilà, mais si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Mais justement, The Voice peut-être met les gens dans une boîte et puis on est un peu moins libre et on sent que vous êtes plus une femme libre quand même en tant qu'artiste, non ? Ben c'est sûr que quand on signe avec quelques émissions que ce soit, je pense, il y a toujours une part de droit, une part de direction artistique, une part de « ok, si Emi Sakura réussit, eh bien, je vais en faire tel artiste. » Moi, j'ai un peu plus difficile avec ça parce que justement, j'ai fait ce chemin-là seule et que donc j'ai rencontré les personnes qui me plaisent pour mon projet artistique. Et donc oui, j'ai un peu ce côté liberté de faire absolument tout ce que je veux, que ce soit avec mon image, avec ma musique. Donc, quelque part, je préfère. Comment est-ce que vous gérez les critiques ? Parce que, imaginons, là, on est dans un café, la personne qui passe en rue dit votre dernière chanson, je ne l'aime pas. Mais maintenant, imaginez, vous avez en face de vous, ça peut être moi, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui vous fait la même critique. Comment est-ce que vous gérez la critique de quelqu'un de connu et apprécié et quelqu'un d'inconnu ? Je pense que quand on fait des chansons, on sait pertinemment que ça va plaire à une partie, à certaines personnes et à d'autres pas. Si quelqu'un me dit j'ai pas aimé ta chanson et qu'il va développer, que je me rends réellement compte qu'il a écouté et qu'il n'aime pas parce que pas son style de musique ou le message ne le touche pas, je vais lui dire oui. Moi, il y a certains artistes qui sont connus, je comprends pas l'engouement et je comprends pas pourquoi ça plaît. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, on m'a toujours dit quand j'ai commencé le travail, quand tu vas être dans une salle avec 100 personnes, tu vas faire écouter ta chanson, il y en a 50 qui vont aimer, 50 qui vont pas aimer. Moi, en fait, quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de faire ma musique et ceux qui l'aiment, tant mieux. Ceux qui l'aiment pas, tant pis. C'est pas pour ça que je vais arrêter. Je vais peut-être écouter, me dire tiens, lui, il a peut-être eu une remarque intéressante. Ou très mal le vivre. Il y a 2 jours, j'ai très mal vécu quelque chose. Un patron d'un établissement qui est absolument pas... ou très vite écouté mes chansons.
qui m'a dit oh, bah, ta musique, c'est de la musique de merde. Je l'ai regardé, je dis mais sur quels critères tu te bases pour juger ma musique de cette manière-là? Évidemment, petit à petit, j'ai un peu déconstruit son cheminement de pensée et je me suis juste dit, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de tout le travail qu'il y a derrière. Voilà, je pense que quand on respecte le travail et qu'on dit, ok, cette fille, elle écrit, elle compose, elle chante juste, elle a sa place, j'aime pas ce qu'elle fait, moi j'aime bien, c'est les goûts et les couleurs. C'est difficile de mettre tout le monde d'accord quand même. Qui compose vos chansons? C'est moi, ça part toujours de moi. Donc j'écris en premier les paroles et ensuite j'ai comme ça dans mon téléphone des lignes mélodiques que je fais avec ma voix. Donc qui me viennent comme ça à des moments, je réfléchis pas trop. Parfois je peux être dans la rue, parfois je suis dans ma salle de bain, parfois il est 3h du matin, je suis devant la télé. Et j'ai une boucle mélodique qui me vient dans la tête, donc tout de suite je l'enregistre. Et puis là, je vais en studio et je travaille avec Max Montagne. Et donc, on commence l'arrangement musical et on fait absolument tout ensemble. Parce que moi, je ne suis pas musicienne, donc j'ai besoin d'un musicien pour venir arranger ma musique. Et les inspirations, vous les puisez d'où? Je suis vraiment cette génération des années 90, des grosses stars telles Michael Jackson, Whitney Houston, les Spice Girls... qui j'écoute énormément, qui est encore très à la mode aujourd'hui. Enfin voilà, tous ces groupes de pop qui ont vraiment écrit l'histoire et qui sont pour certains encore présents, comme une Shakira, comme une J-Lo. Donc ça, je vais dire que c'est vraiment des influences que j'ai depuis enfant. Et donc je vais toujours partir dans des trucs très pop, très... J'aime vraiment la musique plutôt positive, etc. Et puis, il y a les artistes actuels aussi que je vais suivre. En tout cas, on regarde un petit peu les codes des artistes actuels qui réussissent, telle une Angèle, une Juliette Armanet, une Oshi, une Zélie qui est un peu moins connue. Enfin, toutes ces petites artistes comme ça, je suis vraiment très éclectique. J'écoute de la musique du matin au soir et pas que la mienne, en fait. J'écoute la musique des autres. Donc, voilà... Je suis influencée par tout ça, quoi. Les thèmes de vos chansons, vous parlez beaucoup de vous dans vos chansons ou pas? C'est une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par je parle beaucoup de moi dans les chansons? Des choses qui vous sont arrivées, que vous exprimez dans les chansons? Oui, hein, évidemment. Chaque chanson part d'un sentiment qui s'est produit. En tout cas, part d'un sentiment qui m'a fortement ébranlée. De manière positive ou négative, hein. Ça, il n'y a pas de sens. Donc oui, chaque chanson part de quelque chose de vécu. Vous avez réuni autour de vous une équipe, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Comment vous faites pour réunir une équipe? Parce que c'est vrai qu'il faut savoir s'entourer aussi, s'entourer de gens positifs et de gens qui croient en vous. Ça prend du temps ou bien ça se passe naturellement? Les gens vous découvrent sur YouTube et disent « J'aime bien ce que tu fais, je veux te suivre ». Non, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça prend du temps. Il faut trouver, je pense, en tout cas musicalement, pour créer, il faut avoir une vraie alchimie, une vraie osmose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, non, je n'ai pas trouvé mon binôme facilement. J'ai dû beaucoup travailler. J'ai travaillé avec d'autres producteurs, d'autres arrangeurs avant Maxime. Mais par exemple, moi, dès que j'ai composé la première chanson avec Maxime, qui était Le Temps, d'ailleurs, c'est le premier single que j'ai sorti. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier. En tout cas, quand on se met dans une bulle de création, il se passe un truc. Et à chaque fois qu'on a la maquette de la chanson, on est toujours là, comme deux enfants. On va se promener, toujours après une séance de composition. On va faire une longue balade avec son chien. Et on est toujours là à écouter la maquette et à se dire « Purée, c'est un tube. Purée, c'est un tube. » Donc en fait... Il y a ce côté très passionné par la même envie de faire de la musique. Et donc, moi, c'est ce que j'ai avec Maxime. Et c'est ce que j'ai aussi aujourd'hui avec la personne qui fait mes clips et qui participe à tout ce qui est visuel dans le projet. Et pareil, en fait, ce sont des gens que j'ai rencontrés en jam, en soirée, qui m'ont vu faire de la musique live, sans filet, sans filtre, complètement. Voilà, on est là pour faire de la musique.
Et les liens se font à ce moment-là. Et moi, vraiment, ces deux personnes-là, j'espère les avoir très longtemps dans mon projet et on est super épanouis à travailler ensemble. Mais c'est pas toujours facile, hein. Il y a des fois des tensions, il faut mettre tout le monde d'accord dans le projet aussi, que chacun ait sa place. Donc c'est un peu comme tout, hein, dans la vie, c'est des relations humaines, c'est une relation d'équipe, de couple artistique, enfin bref. Mais quand il y a une petite étincelle qui est présente, quand sur scène il y a un vrai échange, qu'on se regarde et qu'on voit que le public qui n'a jamais entendu les chansons est complètement réceptif, on se dit bingo quoi. Et on n'a pas envie de changer une équipe qui gagne. Vous voulez passer un message au travers de vos chansons ? Peut-être, oui. Lequel, je ne le dirai pas. Pourquoi ? Parce que ça fait peut-être partie des messages cachés. Je pense quand on est artiste que déjà on se dévoile en écrivant, en composant, en faisant des clips, en se mettant à nu, physiquement, sensoriellement avec sa voix. Je crois qu'alors il ne faut pas tout dire. Comme nom de scène, c'est Sakura, ce qui veut dire cerisier japonais. Quel est le symbolisme derrière ce choix et comment cela reflète votre identité artistique ? Alors ce choix, en fait, il est arrivé un peu normalement et presque d'une manière évidente. C'est-à-dire que déjà, je suis tatouée. J'adore le cerisier du Japon. Pour moi, c'est un arbre absolument magnifique. Et il fleurit que quelques semaines par mois. D'ailleurs, on est en plein dans sa floraison actuellement. Et je trouve que cet arbre a un côté un peu mystique. Et effectivement, dans la culture japonaise, c'est un arbre qui est complètement vénéré. Ils expliquent que les pétales du sakura sont représentés par les âmes des guerriers japonais morts au combat, parce que quand les guerriers japonais se battaient, ils se battaient sur des grandes plaines. Et en fait, sur ces grandes plaines, il y avait plein de cerisiers du Japon. Et donc, pendant cette bagarre, il y avait les cerisiers, les pétales volent, enfin, il y en a vraiment partout. Et ça a un côté extrêmement magique. Et donc, en fait, j'ai le sentiment que autant par rapport à la colorimétrie, donc les couleurs de l'arbre, je trouvais que c'était des couleurs qui me correspondaient. Donc comme quand on fait un projet artistique, il faut avoir un personnage, il faut avoir un style, il faut avoir une direction artistique, une colorimétrie. Il faut que sur Instagram, ça soit... voilà, il y a une cohérence. Donc déjà, il y avait tout ce côté-là. Et en fait, tout le côté éphémère du message réel du cerisier du Japon, qui est en fait un symbole de force et d'éphémérité. Et en fait, quand je suis sur scène, pour moi, ce sont des moments éphémères. La scène, c'est le meilleur, mais c'est ce qu'on fait le moins, en tout cas au début de la carrière. Donc, en fait, pour moi, c'est les meilleures secondes que je passe dans ma vie et ça m'évoque... voilà, je vois ce sakura avec toutes ces pétales qui s'envolent comme ça et il y a vraiment un côté magique. Et c'est aussi un acronyme de mon vrai nom et de mon vrai prénom. Donc ça faisait complètement sens et voilà, c'est venu comme ça. Donc si on veut vous faire plaisir, on va vous acheter un cerisier du Japon. Puisqu'on parle de fleurs justement, est-ce qu'il y a des odeurs qui évoquent des souvenirs chez vous ? Quand vous rentrez dans un endroit, vous sentez une odeur et ça vous rappelle peut-être un souvenir du passé ? Oui, bien sûr. Hein. Je suis complètement... tout ce qui est olfactif, une odeur, une image, un son va me rappeler des choses. Donc oui, bien sûr. Et quel souvenir en particulier ? Là, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Je pense qu'il faudrait vraiment que je sois dans l'instant T et que je vois le souvenir devant moi. Mais là, j'ai pas d'exemple à donner tout de suite. Et votre parfum préféré, c'est lequel ? Ah, mon parfum préféré, c'est... je sais pas si je peux le dire, mais c'est de Michael Kors et ça s'appelle Yasmine. Votre futur, vous le voyez comment ? Quels sont vos projets ? Toujours avancer, jamais rien lâcher. J'aimerais faire vraiment davantage de scènes parce que c'est ce qui m'épanouit et qu'il n'y a rien à faire. Je pense que voir un artiste performer en live, c'est un moment unique et un vrai moment de partage. Donc là, dans l'avancée, c'est vraiment ça, pouvoir faire plus de scènes. Évidemment, percer, j'en rêve de manière éveillée et endormie. Mais voilà, je dirais que continuer sur le chemin artistique de la musique, pousser toutes les portes, fenêtres, trous de souris qui sont possibles et imaginables pour pouvoir, à un moment donné, faire entendre mes chansons et ma musique et peut-être toucher les gens.
Donc, Moi, je pense que vous les touchez déjà avec vos chansons. Alors, est-ce qu'il y a un lieu où vous rêveriez de vous produire en concert? Ça ne doit pas être un grand lieu, mais pour vous, ce serait le lieu mythique. oui, ce serait l'Olympia en France, à Paris. Alors, une dernière question. Quelle est votre expérience la plus mémorable en tant que chanteuse? Ah, il faut que je réfléchisse un petit peu. Très sincèrement, je dirais vraiment ce premier concert avec mon projet artistique que j'ai fait le 27 septembre. J'avais déjà fait des scènes avant, mais pas tout un concert avec toutes mes chansons. Et donc en fait, je crois que ça restera un des plus beaux souvenirs parce que ça a été à ce moment-là une vraie consécration. Et en fait, je me suis éclatée. J'ai eu un problème de micro au tout début du concert, donc vraiment le micro sans fil a bugué et à un moment donné se coupait. Et donc il a fallu me changer de micro et l'ingénieur son, je crois qu'il a mis 8 minutes à me rapporter un micro. Et pendant 8 minutes, j'ai papoté avec mon public et j'ai beaucoup rigolé avec eux parce que j'ai un côté un peu... je tourne tout à l'humour pour permettre que les choses se passent bien. Et en fait, je me suis dit, t'es tranquille, quoi. Je papotais avec le public et tout se passait bien. Et en fait, à la fin de mon concert, il y a certaines personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit « Mais tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer, tu nous as fait danser. » Et donc, je dirais que ça a été vraiment le premier moment où je me suis dit « Ok, t'es là, tu fais le truc. » Et en fait, c'est ici, je le ressens au plus profond de mon être. Et donc, quand quelque part on reconnaît ça, c'est un souvenir qui est très présent. Même là, je vous en parle, j'ai la gorge serrée parce que j'ai fait le show, je me suis éclatée, j'ai transmis le message que je voulais transmettre. Et en fait, les gens se sont éclatés et je me dis, il faut continuer maintenant. Voilà, il faut continuer, il faut faire des scènes, il faut continuer à écrire des chansons. Et donc, je dirais vraiment, c'est un des plus beaux moments, c'était ce tout premier concert qui a un peu... qui a assis ma carrière, où je me suis dit, ok, tu peux le faire. Ça y est, c'est fini. Merci Amy d'avoir répondu à mes questions. On vous retrouve sur Facebook, Insta, YouTube et TikTok. Arrive maintenant le moment important, ce qu'on appelle pour vous les auditeurs le Call for Action. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez tenu au courant de la publication des prochains podcasts avant tout le monde. Allez, sur ce, je vous remercie. Comme on dit, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures podcastiques sur cette plateforme, les interviews d'Eric Cooper. Bye bye!